Hey, salut tout le monde. Bienvenue à un autre épisode de Plan de match. Salut Étienne. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on rencontre Raphaël Melançon. Raphaël qui est analyste politique chez CTV et dernièrement chez Nouveau. On parle de l'arrivée de Donald Trump et de l'impact économique sur le Canada. Bref, on parle du plan de match de Donald. Let's do it. Salut Raphaël Melançon. Bienvenue aujourd'hui au podcast Plan de match avec Étienne Dano. Raphaël... Salut les gars, merci de m'inviter. C'était un grand plaisir d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Raphaël, analyste politique chez Nouveau et CTV, nouvellement chez Nouveau. Tu m'as parlé de ça tantôt avant le podcast. Tu peux peut-être m'expliquer un petit peu. Tu m'as expliqué que tu as été 4 ans chez CTV, puis là, tu as ta gang qui t'ont vu dans le couloir, ou je sais pas trop, là, qui m'ont dit... Pourquoi que tu n'es pas dans les médias francophones, et ainsi de suite? Puis qu'est-ce qui s'est passé? Parce que... Je leur ai dit, invitez-moi, les gars. Puis c'est ce qu'ils ont fait. Et ça fait maintenant quelques mois là, déjà que j'ai commencé en français à nouveau, dans ma langue maternelle. Très content aussi. Parce que c'est un privilège de le faire à CTV. Tu sais, moi, j'ai commencé ma carrière comme journaliste de l'ombre. Hein. J'étais rédacteur, chef de pupitre à TVA pendant 5 ans. J'étais celui qui rédigeait les textes pour les lecteurs de nouvelles. Donc, j'ai travaillé avec des gens comme Régent Léveillé, Sophie Thibault, Pierre Bruno, par exemple, Michel Jean. Donc, du monde avec qui j'ai eu énormément de plaisir à travailler. Mais j'étais pas en ondes. Et par la suite, j'ai bifurqué, je suis allé travailler en politique, j'ai fait les 3 niveaux, donc fédéral, provincial, municipal, travaillé aussi en relations publiques dans des grandes firmes à Montréal. Et quand j'ai quitté la politique provinciale, donc quand j'ai quitté le gouvernement Legault en 2020, juste on commençait à entendre parler de la COVID en Chine. Là. Okay. Et j'ai quitté Québec. Et un de mes objectifs, c'était de retourner dans les médias, mais dans un rôle plus d'analyste politique. Okay. J'ai étudié en sciences politiques, j'en mange, j'ai grandi là-dedans aussi. Mon grand-père était un politicien ici dans la région. Il était maire préfet de comté à Sainte-Marie-Salomé, dans le comté de Montcalm aussi. Ah, donc, je savais pas ça. Moi, j'ai souvent la blague, je suis un peu comme Obélix, hein, je suis tombé dans Potion jeune. Okay. Fait qu'à 5-6 ans, Jean-Guy me faisait faire des petits speeches devant des amis. Puis, c'est drôle, ça. Ça a commencé comme ça, la piqûre. Et donc, de retourner vers les médias, pour moi, c'était une chose toute naturelle parce que j'ai commencé ma carrière là, mais de le faire en ondes et de le faire aussi en lien avec la politique, qui était quelque chose qui m'a toujours passionné dans la vie. C'était tout à fait normal. Donc, j'ai eu le privilège de le faire à CTV au tout début, en anglais. C'était pas naturel pour moi, c'est pas ma langue maternelle, mais ils sont venus chercher aussi ça, l'aspect francophone, nationaliste, avoir un point de vue différent aussi. Ça, je pense que c'est tout à leur honneur. Et bien, par la suite, l'opportunité s'est présentée aussi Nouveau. Nouveau, c'est la même grande famille Bell Media que CTV et des anciens collègues de TVA qui m'ont vu donc passer dans les studios, dire ça te tente-tu de venir le faire avec nous autres en français? Donc, évidemment, un grand privilège d'être là aujourd'hui. Melançon, ça sonne mieux aussi. Melançon? Ouais, mais. Comment ils disent en anglais? Melançon. Ils vont le dire, ils vont le prononcer autant que possible qu'ils peuvent à la française. Mais des fois, ça donne ce que ça donne. Puis là, aujourd'hui, on est le 28 janvier 2025. Oui. Évidemment, là, on tourne un podcast qui est collé sur l'actualité. Exact. Aujourd'hui, on veut parler évidemment de qu'est-ce qui se passe avec les États-Unis, Donald Trump. Puis évidemment, moi, je t'ai vu aussi à Nouveau aussi comme analyste politique. Soit dit en passant, je te trouvais super bon. Je trouvais que tu étais pragmatique, tu avais tes idées qui étaient quand même assez solides. Tu avais ton point de vue, mais je trouvais que tu étais ouvert d'esprit. Puis c'est pour ça que quand je t'ai appelé, j'ai dit je voudrais t'entendre là-dessus. Moi, j'ai des questions aujourd'hui. Je vais te poser une question. Tu sais, on fait souvent référence au milieu politique, au milieu des affaires, qui a quand même un lien, qui a une similitude. Oui. En tant que leader, dirigeant, on veut avoir un personnage, on veut se créer quand même une identité quand même assez forte, charismatique. On parle souvent de storytelling. Tu sais, on veut aller jouer sur les émotions. Tu sais. Quand on veut vendre un produit, quand on veut mobiliser une équipe, on va aller jouer sur les émotions. Puis même chose en politique, je n'ai pas besoin de t'expliquer. On veut vendre un concept, on veut vendre des idées, des émotions. Donald Trump, il y arrive à 100%. Là, on s'entend. Moi, je voulais voir avec toi comment tu l'évalues par rapport à ça, tu sais, par rapport à sa prestation là, de construction de personnage, parce qu'il y a quand même sa troupe qui doit mobiliser, tu sais, il doit mobiliser sa troupe, puis il arrive à 100%. Tu sais, qu'on dise ce qu'on veut, là, à un moment donné, il a construit quelque chose qui fonctionne. J'ai pas d'opinion là, dans ce que je dis, mais je veux t'entendre là-dessus. Comment tu évalues sa prestation de construction de personnage? Je pense que tu l'as bien résumé, c'est une question d'image. Puis tu as dit quelque chose, ça fonctionne.
Donald Trump, ça fonctionne pas toujours, hein? Mais il donne toujours l'impression que ça marche quand même. Si on regarde encore cette semaine, là, hier même, il est allé de l'avant avec des tarifs très, très imposants de 50% sur la Colombie. La Colombie, oui, c'est ça qu'on parlait. Et là, ils ont sorti 24 heures après un communiqué disant que la Colombie avait accédé à 100% de leurs demandes, que c'est une victoire sur toute la ligne. Et c'est pas le cas. Ça a été dénoncé, ça a été démenti, ça, par le président de la Colombie, disant non, c'est pas vrai. Donc, Donald Trump aussi se construit sa réalité à lui. Il y a une réalité parallèle en ce moment qui est en train de se construire aux États-Unis, tout dépendant. Puis ça aussi, il y a une question d'environnement politico-médiatique aussi. Là. Les médias font partie de ça aussi. Dépendant si tu regardes CNN ou Fox News aux États-Unis, tu ne vis pas dans la même vérité que les autres. T'sais, donc, il y a cette scission-là, il y a cette coupure-là dans la société américaine où selon les médias que tu suis, selon si tu es sur X ou Blue Sky, si tu es sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux, tu ne reçois pas la même information. Mais les médias embarquent dans ça aussi parce que je voyais, on a vu dans des médias des policiers qui allaient chercher des personnes directement dans les appartements hier. Puis les médias étaient là, tout le monde était prêt là, pour le setup, le montage. Mais il y a des choses qui se passent pour vrai aussi. Là. Je comprends, mais tout le monde embarque dans ce projet de... Mais une question pour revenir au personnage de Donald Trump, à son narratif, il y a quelque chose qui date de bien avant son entrée en politique. T'sais, si on regarde, par exemple, son livre The Art of the Deal, qui a été publié dans les années 80, ça le positionnait déjà comme un négociateur hors pair, comme quelqu'un qui sait faire des deals, alors qu'au même moment, ses casinos étaient en train de faire faillite à Atlantic City. Donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement bon pour se construire effectivement un personnage. On est dans le cul de la personnalité. Là, je regardais des photos hier sur les réseaux sociaux. Il y avait un événement. Ils ont des hamburgers avec le mot Trump estampillé sur le bun, sur le pain. Ouais. C'est rendu vraiment poussé là, à l'heure actuelle. Et c'est là aussi on tombe un petit peu dans certains codes que je dirais autoritaires. Le culte de la personnalité trop poussé dans une démocratie comme celle des États-Unis ou une démocratie canadienne, on se rapproche de certains codes de pays, par exemple, où on a moins de démocratie. T'sais. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant de regarder où ça s'en va du côté des États-Unis. C'est inquiétant aussi parce que là, il y a des gens qui parlent de troisième mandat, de modifier la Constitution pour lui permettre... On est très loin de ça, là, mais reste que Donald Trump a su se constituer un personnage, puis tous les événements, là, si on regarde la fusillade qui s'est passée l'été dernier, et là, il va nous dire durant son discours inaugural qu'il a été choisi par Dieu pour survivre, pour sauver l'Amérique, grosso modo. Ça fait partie aussi de la construction du culte du personnage. Un exemple très populaire là, de création de vérité, c'est quand il a perdu contre Joe Biden aux anciennes élections, puis qu'il disait que non, il avait gagné puis que c'était arrangé. Ben oui, on se souviendra tous des émeutes au Capitole le 6 janvier 2021. Ça gagne, croit dur comme fer tout ce qu'il dit. C'est drôle parce que... Pourtant, lui-même se présente comme un outsider qui est là pour défendre le petit monde. Mais il est tout sauf un outsider. Je veux dire, ce gars-là ne s'est même pas construit lui-même. Hein. Il prétend s'être construit lui-même. Il est parti avec $1 million d'argent que son père lui a donné. Son père, Fred Trump, était quelqu'un de très, très riche. C'était un propriétaire terrien qui avait des immeubles, essentiellement là, des immeubles où on logeait des gens pas très fortunés. Donc, c'était quelqu'un qui profitait de la misère des autres. C'était pas nécessairement un propriétaire très apprécié de ses locataires et était quand même multimillionnaire, peut-être pas riche au point de Donald Trump aujourd'hui, mais quand même quelqu'un de très fortuné et qui a aidé son fils à se partir en affaires par la suite. Donc, tu sais, le culte de Donald Trump, il y a beaucoup de vérités, moi, je dirais étirées. C'est peut-être pas des mensonges, là, mais le fait qu'il soit parti tout seul, ben moi, je m'excuse, mais quand tu as ton père qui te prête $1 million dans les années 60-70 pour te partir en affaires, $1 million à l'époque, c'était beaucoup plus qu'aujourd'hui. C'est déjà encore aujourd'hui beaucoup d'argent si vous partez avec $1 million. Mais à l'époque, c'était peut-être l'équivalent de 10-20 millions aujourd'hui. C'est énormément d'argent. Donc, le narratif de Donald Trump sur ses origines même de sa fortune, moi, je trouve qu'il est alambiqué, il est fabriqué à la limite, mais en même temps, c'est un peu ça avec tous les politiciens. Tous les politiciens ont leur histoire à eux, qui est toujours un petit peu embellie. Dans le cas de Donald Trump, c'est peut-être poussé à l'extrême, mais c'est quelque chose qu'on voit quand même assez régulièrement. C'est aussi l'autre histoire, le peuple, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre aussi? Il est à l'écoute parce qu'ils ont besoin d'entendre une histoire du premier ministre
qui est là pour eux, qui est là pour aider, qui est, comme tu dis, qui s'est construit par lui-même, tu sais, l'American Dream, là, tu sais, un peu. Oui, l'American Dream, mais en même temps, est-ce qu'il est vraiment de leur bord? Moi, je veux dire, non, mais il leur donne ce qu'ils veulent. C'est un peu ce que je veux dire. Il prétend, en tout cas, leur donner ce qu'ils veulent. Et eux boivent ça parce que faut dire que la tranche de la population américaine que Donald Trump rejoint, c'est une tranche de la population qui a été longtemps oubliée aussi par la classe politique, autant du côté démocrate que du côté républicain. C'est du monde qui était laissé pour compte. C'est du monde qui n'allait pas voter, puis on portait pas vraiment attention à eux du côté de la classe politique parce que, justement, il n'y avait pas grand-chose à aller gagner là. Donald Trump a fait sortir, en 2016, là, sa première élection, Donald Trump a fait sortir du monde qui, pour certains, étaient à jamais allés voter de leur vie parce que ça ne s'intéressait pas à la politique. Tu sais, le monde dans la Rust Belt, le monde qui ont perdu le job parce que les industries sidérurgiques dans des États comme la Pennsylvanie ou les mines de charbon, par exemple, ben ça fermait. Ben, ce monde-là était frustré, il était dégoûté par la classe politique qui n'a rien fait pour eux autres. Lui, il est allé leur parler. Donc, stratégiquement, c'est quelqu'un qui est bien entouré, c'est quelqu'un qui sait très bien jouer ses pions. C'est pas du tout un épée. Moi, les gens que... moi, les gens qui me disent Donald Trump, c'est un cave, puis il sait pas ce qu'il dit. Moi, je dis, oh, attention. Il est un peu comme Colombo. Hein? Colombo, il est bon pour jouer les innocents, là, puis c'est ça. Exact. puis on le prend un peu à la légère. Mais exact. Mais en bout de ligne, il est capable de te surprendre. Et je pense que c'est ça aussi. On a sous-estimé longtemps Donald Trump. Et aujourd'hui, longtemps. Moi, j'étais dessus en 2015, là, quand il s'est présenté à la primaire républicaine. Moi, j'étais de ceux qui ne croyaient pas jamais qu'il y avait une seule chance de gagner la primaire républicaine, encore moins gagner la présidentielle contre Hillary Clinton. Donc, on a tous été pris de court, je pense, par les événements, par la situation. C'est quelqu'un qui sait très bien jouer ses cartes et il l'a encore prouvé à cette élection aussi. Donc, je pense qu'il est là parce qu'il a su trouver un filon où personne... jusqu'ici, dans la classe politique américaine, avait su exploiter et tirer profit de ce filon-là. Puis comment on réagit? Tantôt, on en a discuté un petit peu, puis tu avais des idées à savoir de quelle façon on réagit par rapport à ces stratégies de peur, là, on peut les appeler comme ça, là, ces stratégies de négociation, c'est carrément une stratégie de peur qui est vieux comme la terre, là, la loi du plus fort, c'est ce qu'il fait. On a parlé tantôt de la Colombie, on peut en nommer plein. Comment que le Canada doit se positionner si on parle par rapport au marché de l'emploi, parce que ça crée une insécurité autant pour les employeurs que les employés, qu'on ne parle pas beaucoup, parce que les employés, éventuellement, vont ressentir un stress, une anxiété de leur employeur, c'est définitif, une insécurité d'emploi. Tout ce qui est logistique, tout ça va être modifié. Comment on réagit, nous, en tant qu'État, mais aussi en tant qu'entrepreneur, il y a des chambres de commerce et ainsi de suite, là, que ce soit dans des régions, dans des grandes métropoles. Est-ce qu'il faut être plus soudés au Canada, tous ensemble, les entreprises? Comment qu'on doit? Ça, c'est une chose, mais comment on réagit face à lui? Parce qu'on en a parlé tantôt. S'il demande une chose, on y donne, il va en demander deux. Si on y en donne deux, il va en demander trois. Puis ça s'arrête où, tout ça? T'sais? Je pense que tantôt, tu me disais que tu avais des pistes sans dire de solutions, mais comment qu'on réagit par rapport à ça? Il y a deux façons de voir la situation. Et là, c'est ce qu'on voit aussi de manière générale à l'heure actuelle dans les médias, les deux visions qui s'entrechoquent. Il y en a qui disent, faut de l'apaisement. Faut pas mettre de l'huile sur le feu. Faut pas en rajouter plus que ce qu'il faut parce qu'on va juste réveiller la bête puis générer plus de foudre de sa part que de calmer le jeu. Ça, c'est une façon de voir les choses. Okay. Je dis pas que c'est pas une mauvaise idée. Non. Je dis pas que c'est une mauvaise idée. Là. C'est une façon de voir les choses. Qui est une réaction typiquement canadienne. Dans le cliché de les Canadiens s'excusent tout le temps. Oui, absolument, mais l'apaisement, c'est pas nouveau. Là. Je veux dire, si tu retournes à peu près 100 ans en arrière, en 1933, quand puis là, je veux pas faire de parallèle nazi avec Donald Trump, là, quoique il y aurait matière à jaser, là, peut-être, mais surtout avec le salut d'Elon Musk dans la dernière semaine. Mais cela dit, déjà à l'époque, par exemple, quand on commençait à sentir que l'Allemagne, ça surchauffait, puis l'Allemagne se remilitarisait après la Première Guerre mondiale, et que
les tensions s'exacerbaient, puis que l'Allemagne avait des velléités aussi pour agrandir son territoire. L'Allemagne réclamait, d'une part, il y a eu l'annexion de l'Autriche. Ouais. Après ça, il y a eu les Sudètes, qui étaient une partie, la partie ouest de ce qui est aujourd'hui la République tchèque, où il y avait des Allemands. L'Allemagne disait ça fait partie de notre territoire vital. Puis il y avait la Pologne. Pologne que l'Allemagne voulait se séparer avec l'URSS parce que les Allemands n'aiment pas les Polonais naturellement, historiquement. Donc, il y avait du côté, par exemple, britannique, l'ancien premier ministre Neville Chamberlain qui disait, laissons les Allemands prendre les Sudètes, ça va les calmer. Une fois qu'ils auront les Sudètes, ils vont en avoir assez, ils n'en demanderont pas plus. Okay. Quelle erreur. L'histoire a prouvé... d'apaisement. On parle d'apaisement. Ouais, le lien avec l'apaisement. C'est là où je dis, moi, du monde comme Donald Trump, si on regarde la démonstration, en tout cas, les leçons de l'histoire nous ont démontré que de l'apaisement face à un empire qui veut agrandir son territoire ou agrandir son pouvoir, ça n'a jamais, en tout cas jusqu'ici, été porté beaucoup de fruits. Donc, si tu y donnes un peu d'apaisement, si tu y donnes une partie de ce qu'il veut, mais il va se dire, parfait, j'ai le champ libre pour aller chercher le reste de ce que je veux. Donc ça, moi, je pense que c'est un risque de dire l'apaisement avec Donald Trump. Il ne faut pas oublier qu'on a face à nous quelqu'un qui négocie comme un prédateur. C'est un vautour qui cherche les faiblesses de ses victimes, de ses proies. Et si on démontre, parce que c'est sûr qu'on n'est pas en position de force, mais si on prouve à Donald Trump qu'on est effectivement en position de faiblesse, puis que dès maintenant on plie les chaînes, puis qu'on y tient pas tête, il va arriver avec d'autres demandes, puis d'autres demandes, puis d'autres demandes. Puis dans pas long, il n'y aura plus grand-chose à prendre. Là. Mais le besoin de Donald Trump, spécifiquement Donald Trump, la personne, évidemment, il y a son équipe, mais lui, tu sais, de qu'est-ce que... Ma vision, ma perception de qu'est-ce qui se passe actuellement, c'est qu'il veut changer, justement, la perception du monde extérieur des États-Unis. Il veut remettre les États-Unis, comme le champion numéro 1. Ouais. Côté perception, je pense que déjà, c'est assuré. mais lui, d'une façon ou d'une autre, je pense qu'il va y arriver, mais dans sa façon de voir les choses. Tu sais, par exemple, tu parlais de Colombie. Pour lui, ça a été check. C'est des checks qu'il veut. Puis comme tu dis, c'est de perdre de l'apaisement, peut-être. Ouais. Mais à un moment donné, ça s'arrête où? Le monstre, il va arrêter où? Parce que, évidemment, il y a la Chine, il y a tout ça, mais ça va s'arrêter où? À quel moment qu'il va dire, OK, les États-Unis sont bien perçus, sont perçus de la façon que moi je veux dans le reste du monde. Je suis pas sûr, moi, que Donald Trump se soucie énormément que son pays soit bien perçu par le reste du monde. En tout cas, si c'est le cas... Pas par rapport perçu d'une façon positive, mais perçu par la peur. Par la puissance, qu'il soit perçu d'une façon puissante. Oui. Qui attaque la Colombie, moi, ça me surprend pas, parce que la Colombie, historiquement, là, dans les dernières décennies, c'était pas un allié des États-Unis. Donc ça, qu'on s'en prenne à la Colombie, je suis pas trop surpris du côté des Américains. Le problème, là, c'est qu'il va s'attaquer à des alliés naturels, comme le Canada, où c'est la première fois, c'est historique, là, c'est la première fois en 200 ans, plus de 200 ans de relations de partenariat et d'amitié qu'on fait face à une menace aussi importante de la part de notre voisin immédiat. Quand même. Il y a eu une guerre entre le Canada et les États-Unis en 1812, la guerre de 1812, c'est ça son nom. On n'en parle pas beaucoup dans nos cours d'histoire, mais les Américains oublient qu'on l'a gagné. On a brûlé Washington. Si la Maison-Blanche est blanche aujourd'hui, c'est parce qu'on l'a brûlée. Elle était en pierre à l'origine. On a mis le feu dans la Maison-Blanche. Pour couvrir les traces de suie sur la pierre à l'extérieur, ils ont peinturé l'extérieur avec de la chaux blanche. Wow. Sérieux, la Maison-Blanche est blanche aujourd'hui parce que les Canadiens ont gagné la guerre contre les Américains puis ont brûlé ce qui s'appelait à l'époque la Executive Mansion, qui était le palais exécutif du président américain, qui est devenu par la suite la Maison-Blanche à cause de nous autres. Wow. Donc, c'est quand même assez fascinant. Là, l'histoire aujourd'hui, je pense pas que s'il y avait une guerre contre les États-Unis, peut-être que les dés, la table a tourné, là, comme on dit en anglais, là, mais cela dit, je pense pas qu'on serait rendu au point de brûler Washington. Non. On n'est pas rendu là du tout. Mais effectivement, il y a eu une guerre. Mais après cette guerre-là, en 1812, on a établi des relations d'extrême proximité avec les États-Unis, au point même peut-être d'en devenir trop dépendant. Puis je pense que c'est là aussi qu'on est aujourd'hui. Là. Les actions de Donald Trump, s'il y a une chose que ça fait de bien à l'heure actuelle, c'est que pour les Canadiens, là, de ce côté-ci de la frontière, c'est un wake-up call. Ouais. C'est un réveil matin là, qui vient nous dire « Hey guys, peut-être que trop longtemps, on a pris pour acquis les Américains.
Peut-être que trop longtemps, on a intégré notre économie à celle des États-Unis. Peut-être que trop longtemps, on a négligé notre propre défense nationale, notre propre défense territoriale, en prenant pour acquis que les États-Unis viendraient nous défendre si jamais on était attaqué. Mais on n'a jamais pensé à ce que peut-être que ce seraient les Américains qui nous attaqueraient aussi. Parce que là, c'est ça aussi, là, au-delà de la guerre commerciale qui se dessine devant nous avec les tarifs qui pourraient entrer en vigueur dès ce samedi, là, dès le 1er février. Il y a aussi Donald Trump qui parle d'agrandir son territoire, de faire du Canada un 51e État, d'annexer le Groenland, le Panama, le Mexique. Il y a ça aussi. Là. C'est pas juste une question de sous. Ces temps-ci, il me semble, je ne sais pas où j'entendais ça, mais l'histoire du bloc des Amériques aussi, la puissance des Amériques aussi. Là, on parle même du Groenland, du canal du Panama, puis en Colombie, Canada, Mexique, il y a une vision là, du bloc des Amériques là, qui se passe avec notre ami Donald. Oui, bien, il y a une volonté d'étendre son influence au-delà de son influence économique. Ouais. Je pense que ça parle beaucoup, dans son narratif, justement, on parlait de narratif tantôt, « Make America Great Again ». Donald Trump rappelle énormément dans les derniers jours que ça fait X années que le territoire américain ne s'est pas agrandi. Donc, c'est un petit peu, je pense, tout empire aussi a souvent des ambitions d'agrandir son territoire. Et je pense que dans son narratif à lui, ça s'inscrit bien là-dedans. C'est une puissance militaire importante, les États-Unis. Et je pense que beaucoup d'Américains sont fiers de ça. Et de dire, on va utiliser cette puissance militaire-là pour agrandir notre territoire. Je pense que dans son narratif, pour beaucoup de gens qui l'appuient, c'est quelque chose qui vient leur rappeler que leur pays est grand. Si on est capable encore de conquérir d'autres territoires, c'est parce qu'on est encore grand. Ou on est redevenu grand. Parce que c'est ça aussi, Donald Trump, c'est un symptôme du déclin de l'Empire américain. Parce que le déclin de l'Empire américain, il est amorcé depuis, je dirais, à peu près le début des années 2000. Le 11 septembre, ça a amené un shift important, majeur au niveau des mentalités, au niveau de la politique américaine. C'est là qu'on a vu après, quelques années après, l'émergence du Tea Party. Le Tea Party qui est un peu le précurseur aujourd'hui du mouvement MAGA. Là. C'est dans la même veine là, aujourd'hui. Donc, il y a eu un shift important. Tu as eu la chute de l'URSS au début des années 90, le bloc de l'Est. Pendant une décennie complète, les États-Unis étaient pratiquement maîtres du monde, sous Clinton particulièrement. Et c'était un peu leur apogée, leur âge d'or, vraiment, en tout cas dans l'histoire récente des États-Unis. Et là vient le 11 septembre, les États-Unis attaqués en plein cœur. C'est un choc traumatique absolument sans précédent pour les Américains. Et c'est là où il y a une remise en question aussi. Un retour aussi à certaines valeurs plus conservatrices. Dans certains États. Donc, ça a amené énormément de changements sociaux, politiques du côté de nos voisins américains qui, nous, ne nous ont pas affectés. T'sais, nous autres, on a continué à faire notre chemin comme ça. Puis les Américains sont partis sur une chire, permettez-moi l'expression, là, mais où là, ça s'est mis à faire la guerre à l'Afghanistan, à l'Irak, etc. Mais Raphaël, on parlait tantôt d'apaisement. Puis tu sais, tantôt, quand peut-être que je me suis mal exprimé en disant qu'ils veulent revoir un peu la perception, puis tu dis qu'ils s'en foutent de leur perception, mais est-ce que l'apaisement ne viendrait pas justement par l'agrandissement géographique de leur propre pays, non pas nécessairement d'une entente économique? Tu sais, peut-être. Mais ça s'arrête je comprends, mais... Mettons que tu vas chercher le canal de Panama. Parfait, mais tu as le canal de Panama. Si tu as le canal de Panama, pourquoi tu n'irais pas chercher le Groenland? Je comprends. Pourquoi tu n'irais pas chercher le Canada? Parce que je comprends ce que Donald Trump dit aussi. Moi, j'ai cette impression-là qu'il veut grossir géographiquement, puis d'avoir une vision, d'être plus gros, d'être plus... Je pense que le but aussi, c'est de... Lui, il se dit, c'est probablement, sauf s'il y a changement à la Constitution, mais c'est fort probablement son dernier mandat. Fait que lui, il se dit, sky's the limit. Moi, je vais faire ma marque. Je veux que les Américains se souviennent de moi comme un des plus grands présidents de l'histoire. Donc, qui sont les plus grands présidents de l'histoire? C'est des présidents qui ont soit contribué, par exemple, à la guerre d'indépendance, George Washington. C'est des présidents qui ont fait des choses extrêmement marquantes dans l'histoire des États-Unis. Abraham Lincoln, par exemple, a gagné la guerre de sécession. Ou c'est des présidents qui ont gagné des grandes guerres ou qui ont agrandi le territoire des États-Unis.
Donc, lui se dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, là, dans mes 4 prochaines années? Là, c'est quoi mon jeu de cartes? Là? Quelles sont mes possibilités pour m'assurer que je vais être tellement un grand président là, qu'ils vont rajouter une 5e face sur le Mont Rushmore. Ça va être moi à côté de Lincoln puis Washington. T'sais, donc, je pense que ça est un élément qui pourrait effectivement figurer dans une stratégie, ça va être quoi son leg? Parce que ces 4 premières années... C'est très égocentrique. C'est très égocentrique, mais c'est quelqu'un qui a vraiment le plus gros ego sur Terre. Dans les dirigeants mondiaux. C'est juste qui c'est qui pisse le plus loin. C'est ça, hein, quand on le ramène à l'adolescence. C'est très égocentrique. Exactement. J'en ai une plus grosse que toi. Oui, c'est ça, exactement. Mon territoire est plus gros que le tien. C'est ça, là. C'est ça, Donald Trump. Donc, moi, je pense que dans son jeu de cartes en ce moment, il y a une carte qui l'intéresse particulièrement, c'est de dire, si j'agrandis le territoire des États-Unis, si je suis le premier en X nombre d'années à agrandir le territoire américain, les Américains vont se souvenir de moi comme le président qui en a fait plus que les autres avant moi. Ouais. T'sais, il veut effectivement être celui que... Il veut battre le track record d'Obama, le bilan des autres. Là, il veut dire, moi, j'en ai fait plus que les autres. Donc, c'est sûr que de dire, j'ai agrandi le territoire, on a fait notre pays, on a agrandi notre pays, donc on a gagné des batailles ou on a gagné... Parce que ça peut se faire aussi par des achats. Il ne faut pas oublier, les Américains, par le passé, ont acheté la Louisiane, ce qui était à l'époque le grand territoire de la Louisiane qui allait... quasiment une bonne partie de l'ancienne Nouvelle-France. En réalité, ce n'est pas la Louisiane d'aujourd'hui, là, c'est le Louisiana Purchase au début du 19e siècle. Les Américains l'ont acheté des Français. Donc, des deals aussi. Hein. Donald Trump, c'est un négociateur. On l'a vu il y a quelques jours. Il a parlé au gouvernement danois, parce que le Groenland, ça fait partie du Danemark. Ouais. Parler aux Danois, a essayé de leur expliquer que lui était intéressé à acheter le Danemark. Il s'est fait dire, c'est pas sur la table, merci beaucoup, mais non merci. Puis la discussion est partie dans tous les sens. Là. Ça s'est vraiment mal terminé de ce côté-là. Donc, il essaie par tous les moyens, que ce soit par des moyens militaires, en mettant de la pression, par des moyens économiques, par des moyens financiers de rachat, parce que les États-Unis ont quand même un pouvoir financier important, d'aller agrandir son territoire, assurément. Puis le Danemark, y a-tu des avantages? Pas le Danemark, excuse-moi, le Groenland, y a-tu des avantages à être propriétaire du Groenland? Stratégiquement, militairement parlant ou économiquement parlant? Pour Trump, l'argument qui avance, c'est une question de sécurité nationale. Pour la défense du territoire nord-américain. Mais entre nous, là, il a dit ça, c'est gros, je le veux. Ouais, c'est ça, non. Mais c'est surtout que le Groenland, c'est énormément de ressources naturelles. Ouais, c'est surtout des ressources pétrolières. C'était ça ma question. C'est un grand amas. Il n'y a pas beaucoup de population en Groenland. Non, c'est ça que je me demandais. De neige et de glace. Mais c'est aussi une porte d'entrée pour l'océan Arctique. Je comprends. Donc, tout ce qui est le nord, on commence avec la fonte des glaces. Ça va ouvrir éventuellement des opportunités, par exemple, pour le forage, l'installation de plateformes pétrolières éventuellement. Il y a énormément de ressources hydrauliques dans ce secteur-là. Donc, je pense que c'est ça. Il ne le dira pas comme ça, mais c'est ça qui intéresse surtout Donald Trump. La question de la sécurité nationale, tu peux défendre ton territoire sans posséder le Groenland, tant qu'à moi. C'est pas un argument valide. Mais la question aussi, c'est le monde au Groenland, ils veulent-tu faire partie des États-Unis? Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a quand même un mouvement indépendantiste au Groenland. Oui. Le gouvernement actuel est un gouvernement indépendantiste qui a promis un référendum sur la souveraineté du Groenland. Oui, parce que c'est loin du Danemark. Hein, c'est quand même séparé par l'océan Atlantique. Ce mouvement-là, ça date de... Des dernières années, mais c'est quelque chose qui, dans les dernières décennies, c'était assez balbutiement. Ça grandit de par lui-même. Puis là, c'est sûr que la montée de la pression avec les États-Unis va peut-être refroidir les ardeurs, parce que là, le Groenland, avec la population qu'ils ont, s'ils deviennent indépendants, s'ils sont tout seuls du jour au lendemain, se défendre contre une invasion américaine, je veux dire, ça va prendre... une demi-journée, puis ça va être réglé. Donc, peut-être y penser à 2 fois. C'est sûr que de faire partie du Danemark, tu fais partie aussi de l'Union européenne. Donc là, tu as toute l'Europe qui est derrière toi pour défendre le territoire. Le Danemark, c'est aussi un pays membre de l'OTAN. C'est ça aussi la question. C'est, mettons très hypothétiquement que les États-Unis attaquent un pays membre de l'OTAN, que ce soit le Canada, que ce soit le Danemark sur le territoire du Groenland.
qu'est-ce qui arrive? Parce qu'on est tous membres. Les États-Unis sont aussi membres de l'OTAN jusqu'à temps qu'ils se retirent, là, parce que Donald Trump menace, entre autres, de retirer son pays de l'OTAN. Mais si jamais on est tous membres de l'OTAN, qui défend qui? Ouais. Parce qu'on a toujours pris pour acquis que jamais un pays membre de l'OTAN attaquerait un autre pays membre de l'Alliance. Ouais. On est dans une réalité là, que jamais personne n'aurait pu anticiper jusqu'à tout récemment. Et c'est ça qui vient brouiller les cartes pour beaucoup de monde, dont les observateurs politiques dont je suis. Il y a tellement de questions qu'on n'avait jamais eu à se poser auparavant dans cette situation-là, qui sont sans réponse à l'heure actuelle. Donc, c'est énormément d'incertitudes. Je comprends le monde à la maison là, d'être inquiet pour l'avenir. Puis moi, j'aimerais ça me montrer rassurant là, à l'heure actuelle. Comprenez-moi. Là. J'aimerais ça me montrer rassurant à l'heure actuelle. Mais pour moi aussi, c'est inquiétant. Puis pour moi aussi, c'est énormément d'incertitudes. Parce que là, Donald Trump, là, lui, c'est techniquement son dernier mandat. Lui, il se dit, moi, j'ai une free ride pour les 4 prochaines années. De toute façon, je chercherai pas, j'aurai pas besoin de me faire réélire, donc pas besoin de plaire à tout le monde puis de faire attention au monde. Le reste du monde, permettez-moi l'expression, qui mange de la marde. J'ai pas besoin d'eux autres. Grosso modo, c'est à peu près ça qui est en train de dire. C'est un gros fuck you au reste du monde. Et à ses plus proches alliés, dont le Canada. Donc, lui, là, il peut faire ce qu'il veut. Là. Il a une carte blanche. Il est YOLO. YOLO à fond, là. YOLO à fond. Raphaël, en fait, on parle d'apaisement, mais sinon, on parle de quoi? On parle de l'apaisement, d'y donner une miette de pain puis diminuer son ego. Donne-y une miette de pain, il va prendre la tranche puis le sac de pain au complet. L'apaisement, c'est pas parfait. Là. Non, moi, je suis plutôt... parce qu'il faut comprendre le personnage aussi qu'on a devant soi. Est-ce qu'il y a déjà... identifié, tu sais, mettons, il garoche 600 demandes, puis il s'est dit, moi, quand je vais avoir les 5, puis la personne, c'est lesquelles, je vais être correct, mon ego va être correct. Est-ce que tu penses que dans son équipe, ils se sont déjà fixés des objectifs ou c'est... Ton feeling. Moi, je pense que dans son équipe, là, des fois, il dit des choses là, comme le 1er février, quand il était posé... Son équipe doit capoter. En même temps, ils connaissent aussi, là, je veux dire, c'est du monde qui sont proches de lui au quotidien. Là, tu dois être habitué de gérer les crises constamment. Là. Moi, je pense qu'il y a bien des affaires qui sont pas nécessairement planifiées. La première fois, là, il y a la semaine passée, quand il a été questionné par un journaliste en signant des décrets, ça pourrait arriver quand? Quand il signe, c'est ça. Il signe, il lance des crayons. Il signe, là, c'est ça. Une rockstar. Puis il y a un journaliste qui demande quand est-ce que tu pourrais commencer à imposer des tarifs sur le Canada. Puis il a juste répondu de même sur le fly, je trouve que le 1er février, ça sonne comme une bonne date. Ben ouais. Moi, d'après moi, il y a du monde en arrière qui en fait comme OK, ça va être le 1er février. OK, je suis pas mal sûr que c'était pas scripté, c'était pas planifié d'avance. Tu sais, il y a des choses qui arrivent, il dit ça. Mais le problème, c'est que comme c'est quelqu'un qui veut jamais perdre la face, qui est pas capable d'admettre qu'il s'est trompé, je veux dire, une fois qu'il l'a dit, il a déjà le bras dans le tordeur. Il peut pas revenir en arrière. Donc là, on va de l'avant. Et coûte que coûte. Puis même si ça fait mal aux États-Unis, là, parce qu'il ne faut pas oublier, là, il y a une majorité d'États américains dont le principal partenaire d'exportation, donc eux produisent des biens qui exportent. Le principal pays qui importe leurs biens, c'est le Canada. Fait que si on se lance dans une guerre commerciale, là, eux autres aussi, là, ils vont en écoper. Là. Donc, ils ont besoin du Canada autant qu'on a besoin d'eux autres. Mais ils aiment se faire croire qu'ils n'ont pas besoin du reste du monde. Je comprends. Maintenant, pour répondre à ta question sur l'apaisement, si on ne va pas de l'avant avec des mesures d'apaisement, moi, je pense que en comprenant le personnage qu'on a devant nous, sachant que c'est un prédateur, sachant que c'est quelqu'un qui cherche constamment la faiblesse de ses adversaires pour attaquer, moi, je dis, faut qu'on sorte les dents. Faut qu'on montre qu'on ne se laissera pas marcher sa tête. Et ça, on a des ressources dont les États-Unis ont besoin à l'heure actuelle. Donc, mais à l'écouter parler, c'est plus nécessaire. Ça, c'est ce qu'il dit, mais ça, c'est sûr que lui, il n'ira pas dire... Comme l'électricité, mettons? L'hydroélectricité, c'est un bon exemple. Le nord-est américain dépend énormément de l'hydroélectricité qu'on produit au Québec. En plein mois de janvier, moi, j'ai pas de problème. Moi, le 1er février, là, si tu imposes tes tarifs de 25 %, on ferme la switch. Moi, je dirais, François Legault, là, j'appelle à Hydro, puis je dirais, on ferme la switch. Je ferme le breaker. Toute la Nouvelle-Angleterre, à peu près. Là, toute la Nouvelle-Angleterre. C'est Hydro-Québec. C'est ça. Essaye un 2 février, toi. C'est énorme. Essaye de chauffer ta maison dans le Maine un 2 février, pas d'électricité. Bonne chance.
la pression va monter assez rapidement. Ouais. Nos amis de l'Ouest aussi, puis je sais que Mme Smith, la première ministre de l'Alberta, n'est pas chaude à l'idée, là, mais si on ferme la switch d'hydro du côté du Québec, il faut aussi qu'on ferme l'aval des pipelines du côté albertain. OK. Parce que 52%, le chiffre est important, là, 52% de toutes les importations de pétrole, que ce soit pétrole brut, essence raffinée, etc., aux États-Unis, proviennent du Canada. Wow, 52%. C'est énorme, là. Fait que moi, je veux bien que Donald Trump te dise qu'il n'a pas besoin là, du pétrole canadien puis des ressources naturelles canadiennes, là. Mais c'est pas vrai que du jour au lendemain, tu peux te revirer de bord et dire « Moi, 52% de mon approvisionnement en pétrole vient d'être coupé, je peux le trouver ailleurs. Ça va prendre du temps. Oui, vraiment. Avant de se revirer de bord, surtout qu'il n'est pas ami avec tous les autres pays qui ont du pétrole. Absolument. Puis ces pays-là aussi, ils ont déjà des clients qui achètent leur pétrole. C'est ça. C'est pas vrai que du jour au lendemain, ces pays-là ont des ressources pour répondre à un besoin qui vient d'augmenter de 52% du côté des États-Unis. Donc, il y a une question d'approvisionnement, mais il y a aussi une question de transport. Comment est-ce qu'on emmène ce pétrole-là aux États-Unis pour répondre à la demande? Donc, du jour au lendemain, les États-Unis peuvent se retrouver avec une crise énergétique majeure, sans précédent dans les 50 dernières années, sur les épaules. Et quelqu'un comme Donald Trump, par exemple, qui a promis aux Américains qu'il allait couper sur l'inflation, ce qu'il va faire, là, c'est que l'inflation va exploser aux États-Unis. C'est ça qui va arriver. C'est du jour au lendemain, le gallon de pétrole va se mettre à partir en vrille. Mais au-delà de tout ça, c'est tout ce qui est transporté. Parce que ça va avoir des répercussions sur tout le reste de la chaîne d'approvisionnement du côté américain. Donc ça, puis là, on parle juste de ressources énergétiques, mais il ne faut pas oublier aussi, les États-Unis ne sont pas des gros producteurs d'aluminium. Ils ont besoin de notre aluminium pour créer par la suite, le transformer puis créer des produits à valeur ajoutée. Donc, il y a une grosse industrie tertiaire du côté américain, donc qui transforme des ressources naturelles, mais ces ressources naturelles-là viennent principalement du Canada. Vous voulez fabriquer des batteries pour les véhicules électriques que vous fabriquez du côté de Tesla, par exemple, M. Musk? Pas de problème, mais pour faire ça, ça vous prend des minéraux. Où c'est qu'on les prend, les minéraux? Dans le nord. Dans le nord du Canada. C'est des terres rares. Donc, tout ça est essentiel à l'économie américaine. Donc, moi, je dis, ne sous-estimons pas notre pouvoir, nos leviers de négociation qu'on a ici. Ils sont très importants. Puis c'est pas vrai que parce qu'on a l'air de David contre Goliath qu'on n'a pas de munitions pour contre-attaquer face aux Américains. Et je pense, moi, que oui, ça peut faire mal à notre économie du jour au lendemain de dire on ferme la valve, on se prive de revenus de centaines de millions de dollars, de milliards de dollars parce qu'on n'envoie plus de pétrole, on n'envoie plus d'hydroélectricité du côté américain. Mais moi, je pense que c'est un peu la technique de excusez-moi l'expression, la blitzkrieg, pour reprendre des expressions des années 30, là. La blitzkrieg, la guerre éclair. Moi, je préférais quelque chose qui va faire mal, mais qui va durer pas longtemps. On arrache le plaster pour dire on se mettra pas à genoux, que de dire on va essayer de composer avec ce qu'il veut faire, là, puis on va se plier de même, là, puis on va attendre que la tempête passe. Mais une troisième stratégie, c'est pas non plus aussi que ça l'éclate, de laisser que ça l'éclate à l'interne chez eux tout court. Tu sais, Elon Musk est arrivé puis tout restructuré l'appareil, tout restructuré, si tu veux, le système à l'interne. Plus de télétravail, à moins que je me trompe, là, on n'en parle pas. C'est quand même une grosse décision qui est arrivée. Il va y avoir des coupures, et ainsi de suite. Il n'y a pas que du mauvais là-dedans. Mais est-ce que ça se peut qu'à un moment donné, de le laisser un petit peu, puis que ça l'éclate tout simplement à l'interne, puis qu'à un moment donné, ça se règle tout seul, tu sais? Parce qu'il restructure aussi à l'interne, hein, ça se passe de tout bord, tout côté. Là, et ça, c'est nécessaire aussi. Il ne faut pas oublier. Là, je comprends. Les États-Unis, à l'heure actuelle, traînent une dette faramineuse. C'est 36 trillions de dollars. Trillions en anglais. Trillions. C'est 36 000 milliards de dollars. On ne sait même plus comment il est. C'est ça. Il y a tellement de zéros, là, je ne pourrais même pas vous l'écrire sur une feuille. C'est astronomique. Donc, et ils ont un déficit énorme. Hein. C'est un pays, à l'heure actuelle, qui n'est pas capable de balancer son budget. Donc, moi, qu'il y ait une volonté de faire le ménage à l'interne, de dire on va couper dans le gras, puis on va s'assurer qu'on balance le budget parce que pour les générations futures, ça n'a pas d'allure. Puis c'est aussi un service de la dette qui coûte extrêmement cher aux contribuables américains. Moi, je ne vois pas que du mauvais là-dedans aussi, de dire le télétravail pour les fonctionnaires, c'est terminé, vous revenez travailler en milieu de travail pour s'assurer que tout le monde fait la job qui lui est demandée. Moi, je pense qu'au contraire, c'est respectueux de la capacité de payer des contribuables. Si tu as du monde qui sont pris à la gorge là,
puis tu les taxes. Je comprends que les États-Unis sont pas aussi, les Américains sont pas aussi taxés que nous au Canada, mais on devrait faire un exercice similaire aussi au Canada, de dire chaque dollar de votre argent qui est dépensé doit être justifié. Donc, moi, ça, je trouve ça intéressant. Le fait que ce soit chapeauté par Elon Musk, par exemple, ça, c'est une autre paire de manches. Puis là, on l'a vu, là, dans la dernière semaine, là, ça fait pas à peine une semaine que Donald Trump est assermenté. Puis ça commence à craquer entre les deux, là, tu sais. Déjà. Il y a eu l'histoire de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, donc un 500 millions de dollars qui était investi par des entreprises. Il y en a un là-dedans, Sam Altman, qui est un ennemi juré d'Elon Musk. Donc, les deux saillissent. Musk, sur la place publique, a dénoncé l'initiative de son président Donald Trump. Attendez, là. C'est ça, je disais, peut-être que... Ça fait juste une semaine. C'est ça. C'est ça. Non, mais de les laisser baigner un peu dans leur piscine... Moi, je sais pas. C'est ça que tu veux dire, toi aussi. Oui, il laisse un mois. Ce qui va arriver, c'est que Musk va se faire tasser assez vite si c'est pas déjà arrivé. Là, moi, je lisais hier, justement, là, des sources à l'interne qui disaient que l'entourage du président là, a restreint l'accès de Musk à Donald Trump. Oui, absolument. Donc, cela dit, il devient toxique dans l'administration Trump. Je veux dire, une des premières choses... Ouais, après seulement une semaine. Une des premières choses... Non, mais juste... Une semaine. Que tu sois un staffer dans un gouvernement, un employé politique, un staffer, ça veut dire employé politique là, dans notre jargon, que tu sois un ministre, la chose numéro 1 que tu dois t'assurer de ne pas faire, c'est de devenir un enjeu pour ton propre gouvernement. Oui, c'est ça. Et après seulement une semaine, Elon Musk a réussi à le faire bien plus qu'une fois. Donc, je pense que c'est la démonstration que des fois, tu peux être un bon entrepreneur, quelqu'un de très innovant, mais être un très piètre politicien. Et là, clairement, Musk n'est pas à sa place là. Donc, moi, je ne serais pas surpris là, assez rapidement qu'il se fasse tasser et remplacé par quelqu'un d'autre. Il y aura toujours le DOGE, là, le Department of Government Efficiency, là, qui s'occupera d'atteindre les objectifs de Donald Trump en termes de réduction des dépenses du gouvernement. Mais moi, je ne pense pas que Musk va se rendre au bout de son mandat de 2 ans. Là. Puis comment lui va réagir à ça, Elon Musk? Ah, ben c'est ça va être le choc des titans, le rendu là. Parce que là, si Musk décide... Tu posais la question tantôt, pourquoi tout le monde était là, tu sais... à la sermentation, il y avait tout le monde était là. Les géants de la tech, tu veux dire? Oui, c'est ça. C'est vrai. Avant le podcast, j'osais de ça. C'était particulier aussi. C'était particulier parce que c'est toute une gang de milliardaires. Tu sais, d'habitude, ce que tu vois derrière le président sur le stage, c'est des membres de leur famille, c'est des alliés proches, des politiciens, des anciens présidents. Ils étaient là. Mais de voir ce monde-là, c'est sûr que ça donnait l'impression. Certains ont invoqué une oligarchie de la tech. Aux premières loges, en plus. Là. Aux premières loges. Il n'était pas assis en arrière. Là. Derrière le président, pour que tout le monde les voit derrière lui. Et du monde qui, jusqu'à récemment, pour certains, n'étaient pas du tout des républicains. Non. N'étaient pas connus pour avoir des affinités quelconques idéologiquement avec Donald Trump. Donc, c'est un peu comme si la tech californienne était venue démontrer à Washington que maintenant, ils sont des bons petits toutous dociles. Puis ça survient aussi dans le contexte où Facebook, Meta, Facebook, Instagram, a annoncé il y a quelques semaines à peine aussi qu'eux-mêmes allaient revoir leurs règles en termes de fact-checking, donc de s'assurer de la vérité de ce qui circule sur leurs réseaux sociaux. Donc, ils se collent au niveau de leur politique interne à ce que Elon Musk a lui-même fait avec Twitter, X, on s'appelle encore sur Twitter, là, je suis un irréductible de Twitter. Mais donc, il y a cette espèce de mouvance-là du côté de la tech californienne où on essaye, là, soudainement, là, on a comme compris que ce mouvement-là était là pour rester. Donc, on est mieux de s'y coller. Encore là, excusez-moi le parallèle avec l'Allemagne, mais c'est ce qui est arrivé aussi dans les années 30 en Allemagne. Il y avait une élite médiatico-politique qui dédaignait les nazis. Quand ils se sont rendus compte que les nazis allaient être là pour longtemps, soudainement, on est tous devenus des membres du parti, des bons membres du parti, fidèles au Führer. Donc, il y a ce culte-là aussi. Là. Moi, je pense que dans cette mouvance-là de dire on se rapproche de Donald Trump, on doit montrer à Trump qu'on est son allié, sinon, il va utiliser politiquement le département de la justice américaine pour s'attaquer à nos entreprises. Donc, c'est le profit avant les valeurs fondamentales qu'on a toujours défendues. T'sais. Il est tellement un électron libre que t'es mieux de dire hey, oui, puis il politise. Il s'enligne pour politiser totalement la justice américaine. Donc, lui, si demain matin, il y en a un qui dit quelque chose de travers ou que ça fait pas son affaire,
Il va s'assurer que le département de la justice, par exemple, ou le bureau de la concurrence ouvre une enquête, puis ces monopoles-là, on va les démanteler. Mais si vous restez tranquille, par exemple, si vous êtes du bon bord, c'est correct, on va vous laisser. Il n'y a pas de danger. Ouais. C'est ça la game. C'est ça aussi la game. Puis, et c'est là le risque aussi de la politisation de l'appareil étatique. C'était peurant. Oui, c'est inquiétant. Ben oui, c'est inquiétant. Tu penses quoi de Pierre Poilievre? C'est une bonne question. Moi, je pense que Pierre Poilievre... C'est le bon gars. Pour le contexte actuel, maintenant. C'est le bon gars dans le sens où... Moi, probablement, je pense que Pierre Poilievre, c'est un gars qui joue une game. D'abord et avant tout. C'est un fin stratège. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Moi, je l'ai croisé un petit peu à quelques reprises parce qu'il faut dire j'ai travaillé pour le gouvernement Harper. Okay? Donc, moi, je suis un conservateur. Conservateur, moi, je dirais progressiste conservateur. Je suis un grand admirateur de Brian Mulroney. J'ai travaillé pour le Parti conservateur parce que ce parti-là est un parti qui croit fondamentalement au respect des champs de compétences des provinces, à l'autonomie des provinces. Pour moi, c'est quelque chose qui m'est très cher. Dans un système fédéral comme le Canada, il ne faut pas que Ottawa se retrouve à dicter aux provinces ce qu'ils doivent faire. Les provinces sont plus proches de leur monde. Donc ça, c'est des choses, c'est des valeurs qui m'avaient à l'époque attiré au Parti conservateur. Pierre Poilievre, c'est quelqu'un qui va dire ce qu'il faut qu'il dise dans le contexte où il faut qu'il le dise. La cassette. Parce que c'est un fin stratège. Ici où ce qui s'en va, ici où ce qui va aller. Mais là, sa cassette est difficile à passer actuellement parce qu'il n'y a plus le spotlight, là. Moi, être Pierre Poilievre, je serais dans une situation extrêmement inconfortable à l'heure actuelle parce que la gang là, qui t'a fait élire chef du Parti conservateur, là, parce que lui, moi, j'aime pas le ton de Poilievre. Ça, je l'ai dit à plusieurs reprises. Ça m'a dégoûté ce qu'il a fait durant la pandémie quand lui, il se présentait à la chefferie du Parti conservateur. Il est allé jouer au gars qui était presque anti-vaccin, anti-masque, etc., pour aller chercher le vote de ce monde-là puis se faire élire chef du Parti conservateur. T'sais, il est allé mettre un peu plus d'huile sur le feu, puis il est allé serrer des mains avec les truckers qui étaient en train d'assiéger la colline parlementaire. T'sais. Il y a eu une proximité avec cette mouvance-là qui, moi, comme conservateur, où c'est le parti de la loi et l'ordre aussi, là, à l'origine, là, c'était ça le Parti conservateur. Là, donc, on a du monde qui assiège le centre-ville d'Ottawa. Conservateurs, normalement, aurait dit conformez-vous à ce que les forces de l'ordre vous disent de faire et quittez les lieux. Donc, il y a un ton de la part de Pierre Poilievre qui se rapproche un peu plus de ce qu'on voit du côté de la politique américaine, qui est plus acerbe, qui va insulter certains adversaires politiques. On ne voyait pas ça. M. Harper n'a jamais fait ça. Je veux dire, le plus loin que Stephen Harper est allé en campagne électorale, c'était de dire que Justin Trudeau n'était pas prêt à gouverner. Il n'aurait jamais insulté ses adversaires. Donc, il n'aurait pas traité, non. Oui, il y a un changement de ton dans la politique américaine qui se reflète aussi dans la politique canadienne à l'heure actuelle. Moins grande ampleur, mais quand même aussi. Moi, j'aime pas ça, ce ton-là. Je vais être très honnête avec vous. Je pense qu'on peut avoir des débats civilisés sans exacerber les tensions sociales. Cela dit, Pierre Poilievre, si j'étais à sa place à l'heure actuelle, je serais très inconfortable parce qu'il y a bien du monde de sa gang dans l'Ouest qu'eux autres, quand ils entendent Donald Trump dire Canada 51e État, qui sont d'accord avec ça. Là. Ouais. Fait que lui, il est entre l'arbre et l'écorce en ce moment. J'ai une question. Lui, il se présente pour être premier ministre du Canada. Là. Fait que tu vas-tu être capitaine Canada qui défend l'unité et la souveraineté de ton pays pendant que la moitié de ta gang dans l'Ouest veut devenir un État américain? Ça tient... Ils l'ont dit haut et fort, ça, dans l'Ouest? Mais dans l'Ouest, moi, si tu regardes, il y a des sondages, premièrement. Et si tu regardes le ton aussi sur les réseaux sociaux. C'est sûr que les réseaux sociaux, c'est jamais non plus un baromètre de la population en général. Mais il y a effectivement une tendance marquée, particulièrement du côté... Puis si on regarde aussi la première ministre albertaine, Danielle Smith, est allée rencontrer Donald Trump, a été reçue en grande pompe à Mar-a-Lago. On voit pas vraiment ça, là. Des premiers ministres provinciaux reçu par le président dans sa résidence privée. C'est assez exceptionnel aussi. Donc, il y a une proximité entre l'Alberta et les États-Unis à l'heure actuelle, le mouvement MAGA particulièrement, au niveau idéologique aussi. Donc, moi, si j'étais Pierre Poilievre, je ne serais pas confortable parce que là, dans ma stratégie où j'étais très solide dans l'Ouest, on ne l'entend pas beaucoup, là, Pierre Poilievre, à l'heure actuelle. Là. Non, je comprends. J'ai une petite question. Le Canada fait partie du Commonwealth?
Oui. On n'entend pas parler, tu sais, si... Qu'est-ce qui arriverait? Je dis n'importe quoi, là. On parle du 51e État. Ouais. Il arrive quoi, mettons? Est-ce que le Commonwealth va venir à la rescousse du Canada? Ben, tu sais, on jase. La Jamaïque. Ben, ça, c'est intéressant. Pis... Non, mais c'est une collègue au bureau qui m'a juste soulevé cette interrogation-là. Je dis, c'est vrai. On n'entend pas parler de ça. Ben, c'est sûr que le pays numéro 1 du Commonwealth, c'est la Grande-Bretagne. Donc, puis là, il y a eu une attaque assez frontale aussi de la part de Donald Trump contre Keir Starmer, le nouveau premier ministre britannique qui a été élu l'an dernier. Premier ministre travailliste, donc premier ministre de gauche, qui a aucun atome crochu du tout avec le mouvement MAGA. Et c'est déjà la guerre ouverte entre les deux. OK? Donc, moi, je pense que le fait d'avoir Starmer à l'heure actuelle au 10 Downing Street, la résidence officielle du premier ministre britannique, peut jouer en notre faveur, dans le sens où si jamais, par exemple, il y aurait des tentatives quelconques des États-Unis de mettre la main sur le territoire canadien, ben, la Grande-Bretagne, qui est quand même une puissance militaire assez importante dans le monde, une force aussi, un membre du Conseil de sécurité de l'ONU, une voix forte à l'international, puissance historique, ben, je pense que les Anglais seraient de notre côté pour nous défendre. Je pense que les Français aussi seraient de notre côté pour nous défendre. Donc, l'Europe, de manière générale, serait probablement de notre bord. Du bord du Canada. Ben oui. Puis, l'Europe, à l'heure actuelle, c'est intéressant de voir aussi Musk et sa proximité avec l'AfD, l'Alternative für Deutschland, qui est le parti que certains décrivent comme étant des néo-nazis. Là, c'est un parti d'extrême droite en Allemagne. Ouais. Okay. Il y aura des élections prochainement. Et Musk appuie beaucoup publiquement l'AfD, Alternative für Deutschland. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, cette dynamique-là où les Américains essaient d'intervenir dans la politique interne d'autres pays. Là. C'est pas juste au Canada, là, c'est en Europe aussi, parce qu'ils essayent autant que possible d'aider leurs alliés pour pas avoir de problème quand ils vont peut-être faire des tentatives aussi sur d'autres territoires. Mais à l'heure actuelle, les gouvernements qui sont en place dans la majorité des grands pays européens, à mon avis, seraient du côté du Canada si jamais il fallait prendre notre défense. Good. Donc, on ne doit pas paniquer. Ouais. C'est ça que faites-vous une petite camomille là, à la maison. On doit se calmer. Faites-vous une petite camomille à la maison. Moi, je pense qu'on ne doit pas paniquer, mais on doit répondre au feu par le feu. Il faut sortir les dents. Il faut montrer à Donald Trump qu'on ne se laissera pas abattre aussi facilement, qui doit nous respecter comme des partenaires d'égal à égal. Moi, je comprends sa game de dire... moi, honnêtement, si j'étais un citoyen américain, je le regarde aller. Là. Mais par contre, j'ai l'impression, je comprends là, d'y aller avec les dents, mais la moindre mauvaise action que le Canada peut faire peut avoir des répercussions à très long terme. Il faut être quand même... Mais il faut quand même faire attention. La moindre action qu'on n'entreprend pas peut avoir des répercussions à long terme aussi. Donc, l'inaction ou l'action. Dans un cas comme dans l'autre, c'est ça. C'est pour ça que je dis, il y a soit le côté de l'apaisement, qui a des bons points, de dire faut pas mettre de l'huile sur le feu puis monter ça en épingle puis qu'il y a une escalade qui sera sans fin. Et de l'autre côté, de dire faut montrer les dents puis montrer qu'on... Moi, je suis plus du côté de faut montrer les dents, de dire ça va faire mal pendant un petit bout de temps, mais au moins ça ne durera pas trop longtemps parce qu'on va se faire respecter, ou à tout le monde, on va essayer de se faire respecter, puis on n'aura pas de regret d'avoir essayé de se faire respecter puis de s'être respecté soi-même en le faisant. Mais peut-être une chose qui serait importante, c'est d'arrêter de réagir à toutes les phrases que Donald Trump dit dans les médias. T'sais. Est-ce qu'on réagit trop? Est-ce que le 1er février arrive, là, on va voir ce qui va arriver. T'sais. Mais là, on est en action. Ben, une chose est sûre, c'est que d'imposer des tarifs œil pour œil là, à ce que Donald Trump va faire, d'imposer des tarifs, par exemple, sur des produits comme le jus d'orange de la Floride, là, c'est pas ça qui va le faire reculer. Ça, soyons clairs, là, soyons francs avec tout le monde, là, c'est pas ça qui va le faire reculer. Le Canada, c'est un très petit marché quand même pour les biens américains. C'est 40 millions d'habitants versus un pays de 300 quelques millions d'habitants. Je veux dire, on fait pas le poids en termes économiques. Si on veut répondre au feu par le feu, il faut qu'on aille de l'avant avec des mesures, tant qu'à moi, qui sont plus sévères que des tarifs douaniers. Il faut dire, ben, tu penses que tu peux te passer de nous autres? Ben, prouve-nous-le. Fait que moi, c'est pour ça que je dis, fermons les valves, fermons la switch, les ressources énergétiques, les ressources premières, les ressources essentielles, le bois d'œuvre aussi. Le bois, il ne faut pas oublier le bois. Tu veux construire des maisons aux États-Unis? Essaye de le faire, pas de bois d'œuvre. Lui, il dit, on en a du bois. Oui, c'est dans des parcs protégés. Tu vas-tu te mettre à aller ouvrir le parc de Yosemite puis aller couper les arbres là? Ouais. Je veux dire,
C'est pas vrai que Donald Trump peut se passer de nous autres. Ça, c'est dans son narratif à lui pour rassurer son monde. Mais les stratégies que tu proposes, ça va être en réaction on n'est pas je répète, on n'est pas en négociation actuellement. Lui, il impose. Ouais. Puis on n'est même pas certain. Là, le 1er février, on attend. Est-ce qu'on attend le 1er février, puis là, on l'a d'en face, puis là, on réagit? C'est ou sûr. On réagit à l'avance, puis par la peur? Ou non, faut pas aller à l'offensive non plus. C'est ça qu'on attend qu'il fasse le premier pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas réagir à toutes les phrases que Donald Trump dit. Puis faut quand même le laisser avoir le mauvais rôle dans cette histoire-là. Exactement. Laissons-le lancer la première salve. À l'interne aussi, il y a d'autres personnes qui ont des opinions. Il ne faut pas oublier. Là. Chez eux. Oui, chez eux aussi, dans son propre parti aussi. Malheureusement, maintenant, le Parti républicain est gangréné ou a été vraiment pris là, complètement par le mouvement MAGA, par les Trumpistes qui ont pris d'assaut ce parti-là, qui le contrôlent maintenant. Mais il y a quand même au sein même du Parti républicain des gens plus modérés, des gens de ce qu'on appelait, ce que certains appellent les establishment Republicans, là, des gens plus de la vieille garde, de l'ère Reagan, de l'ère Bush, par exemple, qui sont plus du type à respecter leurs alliés que de le cracher au visage comme ce que Trump fait à l'heure actuelle. C'est sûr qu'il y a des points de vue divergents, mais à l'heure actuelle, la mouvance, la tendance est vers une soumission totale à Trump dans ce parti-là. Donc, moi, je ne vois pas actuellement de craquelure de monde au sein du mouvement MAGA. Peut-être Elon Musk. Là, quand Musk et Trump vont officiellement consommer leur divorce, là, ça viendra tôt ou tard, d'après moi. Peut-être que là, lui, va revirer sa machine contre lui. Ça peut être très intéressant, ça. Ça peut être très intéressant. Mais moi, je ne baserai pas toute ma stratégie là-dessus à l'heure actuelle. Ça peut être long avant que ça arrive, si jamais ça arrive. Moi, je pense qu'il faut se préparer ici. Moi, ce que je trouve inquiétant aussi, c'est qu'on n'a pas beaucoup de détails de la part de nos élus, autant du côté provincial que du côté fédéral. On ne sait pas c'est quoi le jeu. Puis je comprends qu'il faut se garder des petites cartes dans notre manche, puis il ne faut pas être trop rapide à sortir notre jeu au complet, mettre notre carte sur table. Mais moi, je pense qu'il faut aussi rassurer la population à la maison puis leur dire, on a un plan, inquiétez-vous pas, ça va bien aller, on sait ce qu'on fait. Je pense que monsieur, madame, tout le monde à la maison serait rassuré de savoir que le gouvernement a les choses en main puis qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. Je pense qu'il y a une partie de ça qui contribue à l'inquiétude généralisée en ce moment au pays. On ne sait même pas qui c'est qui mène notre pays en ce moment, mais pour revenir à la question là, de le feu par le feu, puis mélanger avec Poilievre, est-ce que Poilievre serait notre bon porte-parole, entre guillemets, pour répondre par le feu? J'ai l'impression que Jean Charest assume ce rôle-là actuellement. Est-ce que je me Oui, Jean Charest, moi, je vais vous dire bien honnêtement, j'ai jamais été un grand fan de Jean Charest. Moi, j'ai commencé à m'impliquer en politique provinciale à l'âge de 15-16 ans contre Jean Charest. Oh, OK. Je redécouvre depuis la course à la chefferie du Parti conservateur, je redécouvre Jean Charest sous un autre jour, agréablement surpris. Quelqu'un qui a cette voix modérée-là, qui est capable de rejoindre autant les libéraux modérés plus au centre que les conservateurs, progressistes conservateurs. Actuellement aussi. Il n'y a pas de rôle. C'est ça. Il n'y a pas de rôle. Mais moi, je dirais Jean Charest comme négociateur en chef du Canada, parce que il y a aussi, il ne faut pas oublier, la trame de fond de tout ça. Là, pourquoi est-ce que Trump, tu disais, Dave, tantôt, il n'y a pas de négociation en cours à l'heure actuelle, mais il y en aura des négociations parce qu'on va renégocier l'ALENA 2.0, l'ASEUM, comme on l'appelle aujourd'hui. Là. Il y a ça qui s'en vient là, dans la prochaine année aussi. Là. Fait que c'est ça aussi. Moi, je pense que Donald Trump place ses pions pour dire je me ferai pas avoir, comme la dernière fois, puis négocier un accord de libre-échange qui est encore une fois trop favorable au Canada. Puis moi, c'est ça que je veux dire depuis tantôt, mais moi, si j'étais un citoyen américain, autant le style de Trump me donne envie de vomir, autant ce qu'il dit, c'est un gars qui défend son pays. Ouais. Très patriote. Moi, si je suis un simple électeur là, aux États-Unis, là, moi, je me dis, moi, je veux un président qui va fighter pour mon pays. Je comprends. Ben, ce gars-là, il a l'air de fighter pas mal plus fort que Joe Biden avant lui. Ben oui, c'est clair. On va se le dire. Là-dessus, on va rendre à César ce qui lui revient. Là. Ouais. Trump, en une semaine, a démontré qu'il allait fighter. Ouais. Donc, moi, être un citoyen américain, je serais rassuré de voir que mon président met l'Amérique dans leur définition, eux qui font de l'Amérique, met l'Amérique en premier, met mon pays en premier. Et America First, là, c'est pour ça que je dis ça, c'est son slogan.
Mais je comprends Trump de dire, nous autres, on a une dette envers le Canada de plusieurs milliards de dollars parce que les autres, ce qu'ils voient, c'est leur balance commerciale. Ce qui est produit chez nous, qu'on leur vend, qui n'est pas produit dans leur pays, pour eux, c'est une dette envers un pays étranger. Parce que c'est de l'argent qui sort de leur pays. Je comprends totalement l'argument. Mais à un moment donné, dans la vie, ben, si tu dis ça pour un, tu vas dire ça pour les autres parce que soit tu ne feras plus de commerce du tout avec le reste des pays étrangers, soit tu vas te mettre à conquérir le monde au complet parce que tu ne voudras pas avoir de dette commerciale, de balance commerciale négative avec aucun autre pays. T'sais. Si tu dis ça par rapport au Canada, il faudrait que tu regardes du côté de la Chine aussi, mon homme, parce que ta balance commerciale du côté de la Chine n'est pas bien bonne non plus. Là, non. Aïe, aïe. Raphaël, écoute, je pense qu'on va avoir une deuxième, troisième, quatrième partie. Là, on a du stock pour en parler pendant des heures. Le 1er février, il y a d'autres choses qui vont arriver. Il y a l'avenue de DeepSeek aussi, qu'on n'a même pas parlé aujourd'hui. L'avenir des quoi? L'avenue de DeepSeek. DeepSeek. Oui, le chat GPT oui, chinois à 6 millions versus 6 milliards. Ouais. Écoute. Puis on n'aura pas le même premier ministre à la fin de l'année non plus. Non. Au Canada. C'est ça. Si c'est Poilievre, par exemple, encore là, tu parlais de Poilievre tantôt, c'est le meilleur pour nous représenter. Ben moi, je vous dirais, honnêtement, moi, je le dis souvent, moi, si j'étais du côté des conservateurs canadiens, j'enverrais un message aux Trumpistes, dire les appuis publics, là, calmez-vous là-dessus, parce que ça donne quasiment l'impression qu'actuellement, Donald Trump et le mouvement MAGA veulent avoir les conservateurs au pouvoir au Canada. Tu sais, ces attaques répétées contre Justin Trudeau pour décrédibiliser Justin Trudeau, ça donnait quasiment l'impression que Donald Trump, dans son jeu à lui, c'était plus avantageux d'avoir un Pierre Poilievre en face de lui que d'avoir un Justin Trudeau. Ouais. C'est probablement pas le cas. Moi, je pense que Pierre Poilievre défendrait le Canada, bien sûr, comme premier ministre canadien. Mais cela dit, moi, les appuis publics comme ça, je trouve que ça va à contresens des intérêts du Parti conservateur parce que c'est certain que c'est quelque chose que les adversaires libéraux vont utiliser en campagne électorale, dire, bien, voyez, Donald Trump veut Pierre Poilievre comme contrepartie parce qu'il sait qu'il va être plus docile, qu'il va se mettre à genoux plus facilement qu'un Mark Carney, par exemple. Oui, on n'a pas parlé, moi. Mais ça, oui, puis on se reparlera, si vous voulez, on reviendra ensemble, mais quand on aura un nouveau premier ministre, parce que ça s'en vient vite, le 9 mars, c'est ça du Parti libéral, ça aussi, la game va changer, parce que ça s'enligne. Là, actuellement, Carney est en avance par rapport à Chrysler Freeland au niveau des appuis. Il a l'air d'être le meneur de la course. Ça va bien pour lui. Moi, je trouve ça intéressant comme profil aussi, là, d'avoir un Mark Carney qui arrive, qui est pas un outsider, qui n'a jamais été en politique. C'est pas un outsider, c'est quelqu'un qui est dans les milieux économico-politiques depuis très, très longtemps, qui connaît bien le jeu, qui a énormément de contacts à l'international. Donc, ça peut être quelqu'un qui serait un excellent porte-étendard pour défendre les intérêts du Canada éventuellement. Cool. Merci beaucoup. Merci, Raphaël. Merci de l'invitation, les gars. C'était vraiment un plaisir. Étienne? Dave? Prochain épisode. On se revoit au prochain épisode. Salut. Inquiétez-vous pas, là. Gardez espoir.